Je voyais ce qui pouvait m'arriver à moi comme une personne qui n'était pas instable mentalement. Je voyais tout ça, donc je devais carrément le quitter. Si je dis ces choses aujourd'hui, ce n'est pas que je veux me venger de quoi que ce soit ou que je veux les diminuer. Au contraire, je suis en train de le protéger parce qu'il y a encore bien de choses que je pourrais vous dire, mais que je ne dois pas dire. Parce que si je les dis, je sentirais que j'ai trahi quelque part. Mais je vous dis ce qui est nécessaire, comme j'ai dit au début de l'émission, je dis ce qui est nécessaire pour aider le peuple à comprendre. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui continuent dans la logique d'appel au soulèvement populaire, que moi je juge aujourd'hui inopportun. En décembre 2016, 6 mois, vous pouvez me poser la question pourquoi aujourd'hui, hier j'ai appelé au soulèvement populaire, aujourd'hui j'appelle au calme. Mais il y a des gens qui ont fait la guerre hier. Jean-Pierre Bemba avait pris des armes. Le pays était même scindé en 4 morceaux. Mais n'est-ce pas que plus tard, il est venu faire un dialogue avec son compatriote, le président Kabila. Ils ont réunifié le pays. Ils ont même travaillé ensemble. Jean-Pierre Bemba a été vice-président de la République ici. Moi, je n'ai pas pris des armes. J'ai appelé le peuple au soulèvement populaire. Il y a eu un soulèvement. Le 20 décembre, j'avais demandé à la MONUSCO de sortir un arsenal militaire, de mettre sur la route un dispositif militaire pour protéger les manifestants. Cela avait été fait par la MONUSCO. Aucune autre fois vous avez vu dans cette République des marches accompagnées par des chars de la MONUSCO. C'était seulement ce jour-là. Pourquoi la MONUSCO vous a-t-elle écouté? Parce que la MONUSCO se référait à la Constitution de la République. La MONUSCO est là d'abord pour soutenir le peuple, qui est le souverain primaire de ce pays. Moi, j'avais parlé au nom du peuple. J'ai demandé à la MONUSCO, pas de m'accompagner, moi, en tant qu'acteur politique, mais d'accompagner le peuple lorsque le peuple sortirait dans la rue pour demander le départ du président Kabila. Et j'avais fait cette demande parce que j'avais constaté qu'auparavant, à chaque fois que le peuple sortait, il y avait une répression violente et le peuple mourait. Cette fois-là, je pensais que si la communauté internationale était sur les terrains, ça allait quand même intimider les forces de la police qui avaient la manie de tirer sur la population. Et on a bien vu ce jour-là, il n'y avait pas autant de morts grâce à ces dispositifs militaires déployés par la MONUSCO. Mais ce qui avait fait échouer le plan du peuple, c'était la confiance que ce même peuple avait investie dans la personne, paix à son âme. Je ne sais pas s'il est vraiment en paix, là où il est parti, M. Etienne Tshisekedi. Le peuple avait investi un capital de confiance énorme en lui. Et lorsqu'il a appelé le peuple à la retenue, il a appelé le peuple à manifester, à résister pacifiquement. Le peuple n'a pas compris. Résistance pacifique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on vous tire dessus, vous acceptez de prendre la balle et de mourir en paix. Le peuple a reculé. Et voilà, le glissement est arrivé. L'accord de la Cinco est arrivé. Le glissement est allé. Pendant tout ce temps, moi j'étais hostile à cette idée. Jusqu'au mois de mars. Au mois de mars, j'ai fini par capituler. J'ai publié un communiqué dans lequel j'ai dit « Nous nous inclinons parce que nous considérons ce dépassement de délai comme un coup d'État constitutionnel perpétré par M. Joseph Kabila. Mais maintenant, nous nous mettons dans cette logique d'un coup d'État perpétré dans un pays. Nous sommes dans l'espace politique, nous ne voulons pas rester en marge. Le président Kabila, vous avez réussi votre coup d'État, maintenant vous devez réorganiser l'espace politique, afin que même ceux qui ne vous ont pas accompagné dans ce coup d'État se retrouvent dans les institutions pour que nous organisions la transition. Parce que jusqu'à présent, oui, la transition, la période de transition pour laquelle nous avons battu campagne avec l'honorable Mwanda Semi à Matadi Boma Mwanda n'a pas encore commencé. Nous sommes là dans des tergiversations. Or, si on avait commencé la transition en 2015,
comme nous l'avions souhaité. Et on avait proposé une transition de 3 ans. Moi, je maintiens cette idée parce que, en tant qu'expert en politique et en diplomatie, c'est ce que je conseillais à mon ancien chef, qui malheureusement est devenu malade. Il ne peut plus porter ce même message parce qu'il est dans la confusion aujourd'hui. Je reviens à ce message. Je dis au peuple congolais, tant que nous refusons une transition bien déterminée et une transition régie par une constitution transitionnelle, nous continuerons à tourner en rond et on risque de perdre comme ça 5 ans parce que nous en avons déjà perdu maintenant. Vous voulez dire qu'au lieu d'aller aux élections en décembre 2018, il faudrait organiser à nouveau une transition à votre goût? Vous avez compris. J'étais sûr que vous alliez comprendre. Écoutez, en 2015, la CENI avait publié un calendrier électoral. La CENI avait même fait un appel à candidature. Des gens sont allés, ils ont payé même de l'argent, espérant qu'à la fin de cette année 2015, je ne parle pas de 2016, il allait se tenir des élections locales, provinciales et municipales. Est-ce que ces élections ont eu lieu? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'aujourd'hui, puisqu'il y a un calendrier électoral et que la CENI prétend avoir fait avec succès les enrôlements, que les élections vont bel et bien se tenir à la fin de cette année? Mais tout le monde affiche sa volonté d'aller aux élections. Le pouvoir, la majorité comme l'opposition, tout le monde veut des élections apparemment. Ne nous voilons pas la face. Tout le monde ne veut pas des élections. Il y a des gens qui boycottent encore ces élections. L'opposition politique, ce n'est pas seulement les partis ténors que vous connaissez du parti, quand vous citez l'UDPS de Félix Tshisekedi. L'UDPS qui vient d'élire son président, Félix Tshisekedi. Non, mais il y a Moïse Katumbi, un des grands leaders de l'opposition, entre guillemets, qui s'est organisé en Afrique du Sud également. Il y a plusieurs autres partis politiques de l'opposition. Je vais citer Congo Pax, par exemple, de Madame Thérèse Landou, qui est un grand parti. C'est ce parti-là qui avait fait élire l'honorable Mwanda Semi. Oui. Pour ce parti, il n'y aura pas d'élection dans ce pays tant que M. Kabila sera au pouvoir. Oui, mais en tout cas, ceux qui sont considérés comme des principaux partis d'opposition actuellement, ils veulent aller aux élections. Mais, là, il ne faut pas dire tous les partis. Quelques partis. Mais des grands. Mais la grandeur d'un parti politique ne leur donne pas nécessairement la victoire aux élections. Parce que ce qui fait gagner les élections, c'est le nombre d'électeurs. Et la voix d'un chef d'un parti politique et la voix de la dernière personne là qui ouvre la porte ont la même valeur. Mais est-ce que vous n'estimez pas que quand la majorité au pouvoir dit qu'elle veut aller aux élections, de l'autre côté, on voit les adversaires politiques, ceux de l'opposition, s'organiser? J'ai parlé tantôt du UDPS qui vient d'élire son président, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi qui a rassemblé également ses partisans en Afrique du Sud qui l'ont plébiscité comme candidat président de la République. Donc quand il y a le pouvoir qui parle des élections, l'opposition qui parle des élections, les deux camps veulent aller aux élections et vous vous dites qu'il faut réorganiser une transition. Absolument, parce que en 2015, comme je dis tout à l'heure, c'était pareil. Il arrivera un moment où la CENI parlera des impondérables. Il arrivera ce moment-là. En tant que politicien visionnaire, analyste politique, nous voyons des choses à venir avant que ces choses-là n'arrivent. La CENI parlera des impondérables. Aujourd'hui, la CENI a publié, où la CENI se vante d'avoir enrôler 45 millions d'électeurs. Mais sur les terrains, nous qui sommes sur les terrains, nous nous rendons compte que cela n'est pas vrai. Parce que parmi les enrôlés, il y en a qui ont 5 cartes d'électeurs, qui se sont fait enrôler dans plusieurs centres différents. Donc, logiquement, il faut diviser le nombre qu'avance la CENI par 5, voire par 6. Il se pourrait qu'il n'ait enrôlé que 10 millions d'électeurs, ou même moins. Dans ce cas-là, dans un pays où nous avons 80 millions d'habitants, comment pouvez-vous vous permettre d'aller aux élections avec moins de 10% de cette population? Ce ne seraient pas des élections valables. J'estime que l'enrôlement doit être refait.
et en tant qu'ancien fonctionnaire des Nations Unies, ce que j'ai fait au Kosovo. Au Kosovo, j'étais responsable des enregistrements des habitants habituels du Kosovo. On ne les appelait pas des citoyens du Kosovo, mais on les appelait des habitants habituels du Kosovo. Nous avons organisé les enregistrements, donc les recensements. J'étais responsable de toute une province pour le recensement de la population. Et j'ai participé pour l'organisation des élections au Kosovo. Partant de mon expérience, je sais et je peux orienter le pays autrement. Dans tous les pays responsables du monde, lorsqu'il faut organiser les élections, on ne donne pas à la commission nationale, à la commission électorale, le rôle d'aller enregistrer les gens. Parce que l'enregistrement des citoyens, c'est quelque chose de permanent, qui relève de la compétence du ministère de l'Intérieur. Aux États-Unis, on appelle ce bureau-là le Census Office. C'est quelque chose de permanent. Les enfants qui naissent aujourd'hui doivent être enregistrés immédiatement. Mais on dit que ça va arriver. Attendez. On fait un enregistrement juste des électeurs avant d'identifier toute la population. Attendez. Mais combien de fois ils vont faire ça, puisqu'ils ont fait ça en 2016? En 2006 plutôt, excusez-moi. Ils ont fait ça en 2006. Déjà, au moment où ils faisaient cela en 2006, il fallait profiter avec tous ces matériels qui étaient déployés pour faire une session au ministère de l'Intérieur, afin que ce ministère installe immédiatement le bureau des recensements de la population. De telle sorte que 5 ans plus tard, aujourd'hui on ne parlerait plus des cartes d'électeurs, mais tout celui qui serait citoyen congolais aurait son numéro d'identification personnelle d'abord en tant que Congolais et sa carte de citoyen, sa carte d'identité nationale qui lui permettrait d'aller voter. Arrivé au centre de vote, il montrerait sa carte d'électeur. Et le fichier électoral, ce n'est pas la CENI qui prépare le fichier électoral. Le ministère de l'Intérieur vous dira, à la date des élections, lesquels de ces citoyens auront atteint l'âge de 18 ans révolu et qui auront le droit de voter. Je pense que nous avons encore la possibilité de mieux faire les choses. Parce qu'avec la CENI, toutes ces mascarades-là vont se perpétuer. Parce que je suis de l'opposition, maintenant je parle en tant qu'acteur politique. Le travail de la CENI doit être contrôlé. Mais il ne faut pas surcharger la CENI. Il ne faut pas laisser entre les mains de la CENI le travail de recenser la population. Ce que vous appelez l'enrôlement, là, ce n'est qu'un recensement mal fait. C'est un recensement mal fait parce qu'on recense la même personne 6 fois dans 6 centres différents. Ça peut même jouer sur le nombre de la population. Il faut que pendant cette période de transition, pour laquelle je suis en train de plaider maintenant, que la transition soit constitutionnelle. Parce qu'actuellement, là, nous sommes dans une situation de non-État. L'État congolais n'existe plus parce que la transition du 18 février 2006 a été renversée, pas seulement par M. Kabila lui-même, mais par toute la classe politique congolaise, sauf les quelques partis qui n'ont pas participé à cela. Donc le rassemblement, le AR, la dynamique de l'opposition, que vous citiez Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi et consorts, ils ont accompagné le coup d'État du président Kabila. C'est pourquoi nous, qui n'avons pas consenti pour ce dépassement de délai, nous voyons maintenant devant un fait accompli, nous demandons au président Kabila de mieux faire les choses. Puisqu'il a réussi son coup d'État, il doit maintenant réorganiser l'espace politique. Le pays ne doit pas être régi par un pseudo-accord de la CENCO ou du Kantchachi pendant cette période de la transition. Le pays doit être régi par une constitution. Comme il est un fait établi que le président Kabila ne sera plus candidat pour un 3e mandat, qu'il nous organise cette transition, mais que la transition soit constitutionnelle. Nous avons besoin d'une constitution de la transition. À l'issue de cette transition, les élections vont se tenir. Et pendant cette période de transition, le peuple congolais, je m'adresse directement au président Kabila, faites au moins ceci pour le peuple congolais. Donnez au peuple congolais une carte d'identité nationale avant de quitter le pouvoir. Voilà. Organisez-nous un recensement de la population et à la fin,
de ces 3 ans pour lesquels je plaide, nous allons organiser les élections. On peut considérer l'année 2018 comme la première année, si on peut commencer déjà cette fois-ci. Donc le président Kabila doit dissoudre l'Assemblée nationale et toutes les assemblées provinciales qui sont déjà en dépassement de délai. Et pendant la transition, on peut, par consensus politique, réorganiser ces institutions-là. Parce que j'estime qu'il y a des députés qui ne méritent même plus d'être à l'Assemblée nationale. Vous-même, à un certain moment, vous avez été en contact avec l'extérieur du pays, avec des puissances occidentales contre ces pays. Il y a des gens qui vous ont consulté, ou vous avez consulté certaines puissances étrangères pour finalement mettre en place quel genre de pouvoir ici au pays. Bon, si les gens pensent que j'ai été en contact pour déstabiliser le pays, là, ils ont tort. Mais en tant que politicien, vous ne pouvez pas ne pas être en contact avec des politiciens des autres partis, puisqu'il existe une diplomatie entre les partis politiques. Moi, en tant que politicien, séparatiste, je suis foncièrement séparatiste. Je plaide pour la balkanisation pacifique et concertée entre les divers peuples de la République démocratique du Congo comme moyen de mettre fin au génocide continuel qui est en train de se perpétrer à l'est de la RDC. C'est pourquoi vous avez consulté le roi de Belge pour balkaniser ce pays? Ce n'est pas le roi de Belge qui devra balkaniser la RDC. Dans mon plan de liquidation de l'État unitaire de la RDC, que j'ai écrit et que j'ai donné à la communauté internationale, je ne prône pas que la RDC soit balkanisée par les puissances coloniales, ou que la RDC soit partitionnée par les Occidentaux, comme l'Afrique avait été partitionnée en 1885. Cette fois-ci, ça doit être entièrement la responsabilité des Africains eux-mêmes. Ça doit être la responsabilité des Congolais. Mais bien sûr, avec l'accompagnement de la communauté internationale. Parce que vous le savez, vous êtes un homme instruit, vous savez que l'espace que nous appelons la RDC aujourd'hui, en 1885, n'était pas un seul État. C'était la terre qui appartenait à plusieurs entités politiques qui étaient des États complètement autonomes et indépendants les uns des autres. Et ces États, je peux citer le royaume Kuba, le royaume, plutôt l'empire Kuba, l'empire Lunda, l'empire Luba et une portion du royaume Congo. Il y avait même des royaumes des Mwami, là, au Kivu. À l'Équateur et en province orientale, il n'y avait pas d'empire, il n'y avait pas de royaume, mais il y avait des villages autonomes. Mais cette partie qui n'avait pas été partitionnée par les Occidentaux était laissée comme une réserve mondiale pour la communauté internationale. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, lorsque les anglo-saxons trouvent que la Belgique a trop profité de cette terre qu'on avait accordée en cession au roi de Belge en 1885 et que cette terre maintenant doit profiter à toute la communauté internationale. Lorsque les multinationales de ces deux pays commencent à se faire la guerre, cette guerre-là ne se passe pas en Europe. Ça se passe sur les terrains, là où il y a des minéraux. Et qui paye le prix? C'est la population congolaise, qui ne comprend pas que des gens de l'extérieur sont venus se battre sur son sol pour les minéraux qu'il y a dans le sous-sol. C'est pourquoi il faut chaque fois faire des guerres qui causent les déplacements des populations afin que les villages soient transformés en sites d'extraction des minéraux. Mais il faut mettre fin à cela. Pourquoi nous ne pouvons pas transformer ces espaces-là? Comme en Afrique du Sud, il y a des mines d'or, il y a des mines de diamants. Mais vous n'entendez jamais qu'il y a une guerre des Occidentaux là-bas pour l'extraction des minéraux. C'est à travers ce processus de balkanisation pacifique et démocratique, concerté entre les divers peuples de la RDC, avec l'accompagnement de la communauté internationale, que tout le monde se retrouvera. Et c'est de ça que vous avez parlé avec les envoyés du roi des Belges, quand ils sont venus vous consulter, vous et Mnemanda Nsemi? Les conseillers du roi de la Belgique sont venus, pas pour parler directement avec moi.
C'est vrai que nous avions initié des lettres parce que à l'époque, j'étais entièrement dans le mouvement de Nemwanda Semi. À l'époque, il était question de militer pour l'indépendance du Congo central. Et nous avions écrit une lettre au roi des Belges que le Bas-Congo était devenu un peuple en danger de disparition parce que leurs terres étant sous la gestion des étrangers ou des peuples venus d'ailleurs, leur langue est en train de disparaître petit à petit, leur terre est bradée, et lorsque ces Bas-Congo sortent pour demander le droit de s'auto-administrer, ils sont massacrés et réprimés violemment. Nous demandons l'intervention de la communauté internationale afin de préserver ce peuple historique dont la souveraineté avait déjà été reconnue avant même que la Belgique ne fût un État. Parce que la Belgique, vous savez, n'a été créée qu'en 1830, alors que lorsqu'on parle du peuple Congo, vous voyez déjà en 1482, Diego Cao même était étonné de trouver un royaume si bien organisé qui datait déjà de plus d'un siècle d'existence. C'était dans ce sens-là que le roi de la Belgique nous avait envoyé des émissaires. C'était l'actuel ou son père? L'actuel. Nous a envoyé ses émissaires pour avoir un entretien, pour s'entretenir avec Nemwanda Semi, afin qu'on sache comment on peut orienter certaines choses. Et ces rencontres étaient en cachette ou officielles? Ces gens sont venus, je suis navré de connus vous dire, des autorités? Mais non, mais écoutez, quand les gens traversent les frontières, chacun montre son passeport, non? Aux frontières avant d'entrer dans le pays. Ces gens qui étaient venus étaient des diplomates. Et ils nous ont visités à la résidence de Nemwanda Semi. J'étais avec eux. Il ne faut pas parler d'un complot, parce qu'un complot, c'est lorsqu'on fait quelque chose contre vous sans que vous le sachiez. Ici, je suis en train de parler que nous militons. Et dans ce cadre de militantisme, nous avons le droit, par exemple, moi en tant que parti séparatiste, j'ai le droit d'établir un contact avec un autre parti séparatiste en Belgique, par exemple. Mais le problème, c'est que quand les diplomates viennent comme ça, qu'est-ce qu'ils disent comme objet de leur mission aux autorités congolaises qui les accueillent ici? Ils peuvent cacher l'objet de leur visite. Ça, là n'est pas ma préoccupation. Vous n'allez pas nous interdire d'avoir des relations diplomatiques avec d'autres partis, que ce soit de la Belgique, de l'Écosse, ou du Catalan, ou même des Biafra au Nigeria. Oui, mais vous avez abouti finalement à quoi avec vos partenaires belges quand ils sont venus vous voir? Bon, je ne suis pas là pour... les choses de la diplomatie, ça ne se dévoile pas comme ça à la télévision. Mais si les autorités du pays sont intéressées à connaître certaines choses, bon, ce que je dois leur dire, je pourrais leur dire. Voilà. On va chuter dans cette émission, mais on ne va pas conclure cette émission sans parler de votre parti que vous avez créé. Vous avez créé les syndicats, c'est un Congo. Pourquoi vous voulez toujours rester dans les girons du Congo central? C'est un parti provincial ou c'est un parti à vocation nationale finalement? Vous savez, en Israël, j'ai retenu 2 noms de partis politiques en Israël. On peut aller même en Espagne. En Espagne, il y a le Podemos. Quelqu'un est espagnol, il a créé un parti politique, il l'appelle Podemos. En espagnol, je parle espagnol couramment, Podemos, ça signifie « nous pouvons », ce qui était le slogan de Barack Obama. « Yes, we can », nous pouvons, c'est ça en espagnol, Podemos. Vous allez lui demander pourquoi il a nommé son parti Podemos. En Israël, il y a un parti qui s'appelle Kadima, ça signifie le changement. Un autre s'appelle Likoud. Mais Kadima, c'est le nom. C'est un nom ici chez nous. Il y a des personnes qui s'appellent Kadima. Oui. Est-ce que nous devons dire maintenant si quelqu'un s'appelle Kadima, il a nécessairement un lien avec le parti Kadima en Israël? Mais pourquoi vous ne donneriez pas ça un nom qui donne un caractère national? Attendez, je vais en arriver là. Lorsque nous disons syndicat, c'est tiré de la phrase Congo Singadikanda. Congo, c'est la corde de la famille. Ce que vous devez comprendre à travers cette phrase, c'est le rêve irrédentiste
du peuple Congo, qui n'est pas un rêve exclusif de Bakongo. Les Lunda entretiennent le même rêve. Mais si du côté de Lunda, il n'y a pas encore quelqu'un qui est sorti, mais que cette personne-là est sortie parmi le peuple Congo, mais la cause que nous défendons ici, c'est une cause panafricaine. Parce que les frontières qui existent en Afrique, entre les différents États tels que nous les connaissons aujourd'hui, ne sont pas des frontières décidées par les Africains eux-mêmes. Nous devons faire disparaître ces frontières. Je sais que je réponds à la question concernant le nom. Donc, dans ce nom, le rêve irrédentiste du peuple africain. Mais je ne peux pas, pour donner un nom à mon parti, prendre toutes les langues de l'Afrique. Mais quand vous appelez la langue qui m'est beaucoup plus proche, c'est d'abord ma langue. Mais ce mot syndicat, vous pouvez le traduire en toutes les langues. Vous pouvez le traduire en swahili, parce que ce mot-là implique l'impulsion que nous voulons donner au parti. Ce mot-là sous-entend l'invitation que nous donnons à tous les divers peuples de la RDC pour que nous nous mettions ensemble afin que nous fassions pression à la communauté internationale qui doit nous accompagner. Voilà, on va terminer. Pour changer la constitution unitariste de la RDC en une constitution fédéraliste qui permettra à cet espace d'exister comme une confédération de plusieurs républiques, dont la République du Katanga, la République du Grand Kasaï, ou même la République du Sankuru, si vous voulez, la République du Kwilu, la République du Congo central, la République de Boyoma et même de Mongala, afin que progressivement ces républiques-là dissolvent la confédération, tel était le cas en Yougoslavie ou en URSS. Dites-nous, est-ce que vous avez des relations avec Syndicat Dokolo? Syndicat Dokolo, qui est aussi de la même province que vous. Syndicat Dokolo, c'est un Congolais que j'ai découvert dans les réseaux sociaux, comme beaucoup d'entre vous. Je l'ai découvert dans les réseaux sociaux. Le nom de votre parti n'a rien à voir avec... Le nom de notre parti politique n'a rien à voir avec le fait qu'il s'appelle aussi Syndicat Dokolo. C'est comme je vous ai dit, il y a des partis en Israël qui s'appellent Kadima et il y a des gens qui s'appellent Kadima en RDC qui n'ont rien à voir avec ces partis politiques. Mais il est le bienvenu si l'idéologie de notre parti l'intéresse et il est congolais comme tous les autres Congolais. C'est un appel que vous lancez. Ce n'est pas un appel parce que je ne veux pas qu'à travers ma réponse soit perçue une sorte de rejet. Je ne rejette personne. C'est un parti national pour tous les Congolais. Si c'est un appel, alors ce n'est pas un appel seulement à Syndicat Dokolo. C'est aussi un appel à papa Gabriel Kyungu Wakumwanza, qui est séparatiste, qui peut nous contacter pour voir comment nous, ensemble, en tant que des séparatistes, nous pouvons emmener la balkanisation de la RDC sans passer par des guerres inutiles qui font gaspiller les vies humaines en Afrique. Merci beaucoup, James Nzinga Nkembo, président du parti politique Syndicat, mais aussi un ancien collaborateur de Némon Dansemi. Je voulais ajouter quelque chose. Ok, ça c'est pour le président de la République. Nous avons beaucoup de choses que nous pouvons apporter à ce pays en matière de recensement de la population, en matière d'organisation du ministère de l'Intérieur pour cette période de transition. Nous sommes des experts, nous avons servi des pays étrangers qui se retrouvent aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'expertise est entre vos mains. S'il vous plaît, vous devez vous en servir. Merci beaucoup, James Nzinga Nkembo. Merci à vous qui nous avez suivis. Est-ce que vous avez estimé que l'invité a dit toute la vérité, rien que la vérité? Réagissez, il y a des au bas de vos écrans. Dites-nous ce que vous pensez de la prestation de James Nzinga Nkembo. On se retrouve au prochain numéro.